Pendant des mois, la question de savoir quoi faire des centaines de milliards de dollars d'actifs russes gelés détenus par l'Union européenne ou Union européenne a été posée. Remettre ces fonds à l'Ukraine est hors de question, du moins pour l'instant. Les conséquences juridiques seront déjà un cauchemar pour l'Union européenne. Pourtant, l'Union essaie de trouver des moyens pour que l'Ukraine puisse bénéficier de cet argent gelé. Maintenant, elle a peut-être trouvé une solution. L'Europe a conçu un plan pour l'Ukraine, pouvant paralyser définitivement la Russie. Cependant, ce plan est loin d'être parfait, et il pourrait encore rencontrer l'opposition de ceux qui seront censés le mettre en œuvre. Le 8 décembre, le Kiev Post a indiqué que la Commission européenne avait trouvé comment utiliser les 210 milliards d'euros de fonds russes gelés dans l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine. La Commission européenne indique que cet argent peut devenir un prêt d'urgence à l'Ukraine. Il sera garanti par certains des plus grands et prospères pays de l'Union européenne. La France, l'Allemagne et l'Italie feront partie de ces garants, selon le média. Selon le nouveau plan, les parts de garantie seront basées sur le revenu national brut, et non sur la détention des avoirs russes gelés. Le nouveau plan est simple, bien que l'opposition persiste à utiliser les avoirs pour financer un prêt à l'Ukraine. Le plan vise à faire reposer la majeure partie de la charge de la garantie du prêt sur les plus grandes économies de l'Union européenne. Tout repose sur le risque et sur les nations les plus aptes à l'assumer. Si le plan est approuvé, les prêts pourraient être débloqués rapidement pour fournir à l'Ukraine des dizaines de milliards de dollars en 2026 et 2027, ce qui contribuera grandement à aider une nation dont l'économie a été brisée par l'invasion de Vladimir Poutine. L'Ukraine pourrait utiliser cet argent, avec des conditions et une supervision convenue par l'Union européenne très probablement, pour combler un déficit budgétaire qui menace la capacité du pays à se défendre contre la Russie. C'est la priorité. Nous aborderons le déficit budgétaire plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, Politico donne plus de détails sur le nouveau plan de la Commission européenne. Il précise que l'Allemagne sera le principal garant du prêt, avec sa puissante économie, assumant environ 52 milliards d'euros, soit 605 milliards de dollars. Cela représente près d'un tiers du prêt total, estimé par Politico à 165 milliards d'euros, plus de 192 milliards de dollars. Cela laisse des dizaines de milliards de dollars d'actifs russes gelés, ce qui peut signifier l'une des deux choses suivantes. La Commission européenne veut garder cet argent en réserve afin de pouvoir rendre quelque chose à la Russie immédiatement si Poutine réussit en Ukraine. Cet argent sera soit conservé et investi pour les prochaines années, soit partiellement utilisé pour garantir les prêts du G7 à l'Ukraine. L'Ukraine pourra demander un nouveau prêt important si l'invasion de Poutine se prolonge et aggrave sa situation financière. Après le prêt initial, Politico évoque également la manière dont le prêt sera versé à l'Ukraine. Il précise que 115 milliards d'euros, environ 133,8 milliards de dollars, ont déjà été attribués à la défense de l'Ukraine. C'est énorme pour l'Ukraine, surtout qu'elle bénéficie désormais du programme Prioritized Ukraine Requirements List, ou Prioritized Ukraine Requirements List soutenu par les États-Unis. Dans ce programme, l'Ukraine achète des armes aux États-Unis par l'intermédiaire des pays de l'Union européenne, qui réalisent les achats. Le 8 décembre, TASC a rapporté que Volodymyr Zelensky a indiqué les besoins de l'Ukraine auprès de l'Union européenne. En 2026, le programme Perle nécessite 15 milliards de dollars. Cette année, il nous manquait 15 milliards de dollars, mais les Pays-Bas ont donné 700 millions aujourd'hui. Zelensky a révélé qu'il manque 800 millions de dollars. Un prêt à l'Ukraine n'aide pas l'Union européenne à combler son déficit. Mais l'Ukraine pourrait demander d'utiliser 15 milliards sur les 1338 milliards du plan de prêt de la Commission européenne pour couvrir les paiements Perle. Cela laisserait environ 119 milliards de dollars à l'Ukraine pour financer ses fabricants d'armes et acheter des armes à ses partenaires européens pour sa défense contre la Russie. La Commission européenne indique que le reste du prêt couvrira d'autres besoins budgétaires de l'Ukraine, assurant une base financière plus stable. Économiquement, cela enlève un poids des épaules de l'Ukraine, en garantissant que ses services publics et programmes similaires puissent continuer à fonctionner, alors que la guerre avec la Russie se poursuit. Politico cite aussi les 45 milliards d'euros restants, apparemment liés aux fonds évoqués plus tôt, réservés par la Commission européenne. En plus de fournir à l'Union européenne de l'argent russe à conserver. Dans l'un ou l'autre de ces cas, ces fonds restants, soit environ 523 milliards de dollars, serviraient à rembourser des prêts accordés à l'Ukraine par le groupe des 7 en 2024. L'Ukraine ne recevra pas non plus tout l'argent d'un seul coup. Les fonds seront versés en 6 fois sur l'année, selon la Commission, selon Politico.
Des contrôles seraient instaurés pour éviter que les escrocs prennent l'argent. Pour les dépenses de défense, cela implique de garantir que contrats et plans soient approuvés par la Commission. Ces mentions de contrôles et d'équilibre sont importantes car l'Ukraine a récemment connu des controverses. En novembre, les agences anticorruption ont révélé un complot de 100 millions de dollars mené par certains proches de Zelensky dans le secteur de l'énergie en Ukraine. Ces associés détournaient essentiellement une partie des fonds alloués à ce secteur, s'enrichissant eux-mêmes. Alors que les Ukrainiens subissent des coupures de courant dues au bombardement russe, la Commission européenne veut éviter qu'un scandale similaire ne touche la distribution du prêt issu des avoirs gelés. Les processus d'approbation mentionnés par Politico offrent les contrôles et les équilibres nécessaires. Quelques réserves subsistent sur le nouveau dispositif. D'abord, les 3 pays cités ne garantiront pas tout le prêt. L'Allemagne, la France et l'Italie totalisent 104 milliards d'euros, environ 1286 milliards de dollars. De près, le reste de l'Union européenne couvrant le solde. L'Espagne devra garantir près de 19 milliards d'euros, 22 milliards de dollars, du prêt. Même les petits pays de l'Union européenne, comme la Lettonie et la Lituanie, doivent garantir des centaines de millions de dollars. La Commission européenne espère que la répartition proportionnelle facilitera l'acceptation de ces garanties par les pays au budget plus limité que les grandes économies de l'Union européenne. Hélas, certains de ces petits pays pourraient devoir garantir une part plus importante du prêt. Si la proposition de la Commission européenne n'obtient pas l'unanimité des membres de l'Union européenne, les montants par pays pourraient augmenter, selon Politico. Si des pays de l'Union européenne pro-Russie, comme la Hongrie, refusent de participer, cela reste possible. Et cela signifierait que 14 milliards d'euros, soit 16 milliards de dollars, devraient être couverts par le reste des participants. La Commission européenne a aussi anticipé ce problème, en ouvrant son plan à des pays non membres de l'Union européenne, qui peuvent participer à la garantie s'ils le souhaitent. La Norvège avait été envisagée pour cette partie du plan, mais s'en est depuis écartée. L'autre réserve concerne un point autour duquel tout le plan semble avoir été construit, la Belgique. Lorsque l'idée d'utiliser les avoirs russes gelés de l'Union européenne a émergé, la Belgique s'y est fortement opposée. Elle avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Selon la British Broadcasting Corporation, la plupart des avoirs russes gelés dans l'Union européenne sont chez Euroclear, un dépositaire central de titres en Belgique. Si le prêt avait été accepté tel quel, la Belgique aurait assumé la plus grande part de la garantie, en assumant la majeure partie de la responsabilité, tant juridiquement qu'en risquant la colère de Poutine. Comme l'a dit Maxime Prévost, qui était vice-premier ministre de Belgique, plus tôt en décembre, si la Russie nous poursuit en justice, elle aura toutes les chances de gagner. La Belgique ne pourra pas rembourser ces 200 milliards d'euros, soit l'équivalent d'une année de budget fédéral, ce qui entraînerait sa faillite. La Belgique ne pouvait pas prendre ce risque. Le chancelier allemand Friedrich Merz a rencontré le premier ministre belge Bart de Wever le 5 décembre pour discuter de la question, soulignant les préoccupations belges. Après la réunion, Merz a déclaré « Échange très constructif sur cette question ». L'inquiétude particulière de la Belgique concernant la question de l'utilisation des avoirs russes gelés est indéniable et doit être prise en compte dans toute solution envisageable, de telle sorte que tous les États européens supportent le même risque. Avec le nouveau plan de la communauté européenne, le risque économique est désormais réparti de manière à ce qu'aucun État membre de l'Union européenne ne se retrouve dans une situation où il aurait du mal à garantir le prêt. Cela pourrait suffire à la Belgique pour donner son feu vert au plan. Et si c'est le cas, et que les autres nations de l'Union européenne approuvent le plan, les 2 principales réserves ne poseraient pas de problème. D'autres obstacles subsistent, notamment les questions juridiques soulevées par Prévost sur la possibilité que la Russie poursuive les pays de l'Union européenne garantissant le prêt. Commençons par l'idée principale de saisir les avoirs russes gelés. Des arguments ont été avancés, selon lesquels la Russie devrait être contrainte de renoncer à ses avoirs, dans le cadre des sanctions économiques infligées au pays. Pour l'invasion de l'Ukraine par Poutine, même si cela peut sembler être la bonne chose à faire moralement, du moins du point de vue occidental. Saisir les avoirs d'un pays diffère de lui imposer une sanction. Une nation affirme souvent qu'elle ne commercera pas avec une entité du pays sanctionnée. Ceci est déjà juridiquement complexe, selon la bibliothèque de la Chambre des communes du Royaume-Uni. Elle souligne que toute sanction prise hors du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies entretient un rapport complexe avec le droit international. Les sanctions relèvent soit de l'exercice légal de la souveraineté d'un pays, soit d'une violation du droit international selon leur nature et justification. Les principaux outils économiques de l'Union européenne contre la Russie sont déjà discutables,
Saisir purement et simplement les avoirs russes gelés est controversé. Mais le débat n'est pas aussi clos que certains le suggèrent. Le droit international n'interdit pas automatiquement la confiscation. Il exige plutôt que toute mesure de ce type soit justifiée comme une réponse à une violation grave du droit international. Et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie est l'une des violations les plus flagrantes depuis des décennies. Si l'Ukraine possédait directement les avoirs souverains russes, les arguments pour leur transfert à Kiev seraient bien plus solides. L'Ukraine a subi d'importants préjudices, et le droit international lui offre une plus grande marge de manœuvre pour réagir. Comme le note la Bibliothèque des communes, si un État a été lésé par la violation du droit international par un autre État, il peut prendre des contre-mesures. Elles autorisent l'État à prendre temporairement des mesures normalement illégales pour inciter l'État fautif à arrêter son comportement illicite et à réparer sa violation du droit. Le problème est que les avoirs russes gelés ne sont pas détenus par l'Ukraine, mais par l'Union européenne, les États-Unis et d'autres alliés. Pour ces États, la voie juridique vers la confiscation est plus complexe, mais loin d'être impossible. L'invasion de la Russie a déstabilisé l'Europe, violé les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, utilisé l'énergie comme une arme et mené des opérations de sabotage informatique et de désinformation sur le territoire de l'Union européenne. Beaucoup de juristes estiment que ces préjudices offrent aux États européens une base crédible pour affirmer avoir aussi subi un préjudice en droit international. Cet argument gagne du terrain précisément parce que le comportement de la Russie est persistant, grave et ouvertement méprisant envers les normes internationales. C'est pourquoi un nombre croissant de décideurs politiques poussent à passer du gel à la saisie. L'argument politique est évident. La Russie a causé plus de 1000 milliards de dollars de dégâts en Ukraine. La justice veut que l'agresseur paie, pas la victime. Juridiquement, cette approche innovante s'appuie sur des doctrines existantes sur les contre-mesures et la responsabilité des États, conçues pour gérer les cas où un agresseur persiste dans un comportement illégal et refuse d'indemniser la victime. Le mécanisme de prêt de l'Union européenne constitue une avancée prudente en ce sens, selon le Centre européen de politique. La proposition est une solution de contournement juridiquement prudente, mais elle repose sur un principe important. Même si les avoirs eux-mêmes ne peuvent pas encore être confisqués, les bénéfices qu'ils génèrent peuvent être réorientés comme contre-mesures légales. Cela n'est possible que parce que la revendication fondamentale selon laquelle la Russie doit des réparations reste intacte. Le Conseil principal d'éducation souligne cette distinction. Les contre-mesures ne sont pas des représailles, elles doivent être réversibles et levées une fois que la légalité s'est rétablie. La conception de la Commission respecte ce critère. En d'autres termes, le plan de l'Union européenne maintient la revendication de la Russie techniquement en vie, mais seulement jusqu'à ce que la Russie mette fin à son agression et paie ce qu'elle doit. Si Moscou refuse, le débat international portera inévitablement sur une confiscation pure et simple. Plusieurs pays, dont les États-Unis et le Canada, rédigent déjà des lois pour créer une voie juridique permettant une saisie permanente. Il existe peu de précédents pour un mécanisme d'une telle ampleur. Cela s'explique car un État nucléaire tentant d'effacer un voisin est inédit dans l'Europe moderne. La Russie s'opposera sûrement à toute réaffectation de ses avoirs. Ce combat juridique est inévitable, mais l'incertitude à elle seule n'est pas un argument contre l'action. C'est le signe que le système juridique international est contraint de faire face à une situation pour laquelle il n'a jamais été pleinement préparé. En réalité, c'est précisément dans ce moment présent que l'innovation juridique devient nécessaire. L'agresseur ne devrait pas bénéficier de protection plus forte que la victime. Si la communauté internationale agit sérieusement, les avoirs russes gelés seront utilisés pour reconstruire le pays que la Russie a voulu détruire, au lieu de rester bloqués. Des questions subsistent sur le plan de la Commission européenne, bien que la dernière version ait dissipé de nombreuses inquiétudes de la Belgique. Il y a également déjà des signes qui montrent que certains des pays susceptibles de participer au plan sont loin d'être enthousiastes. La Banque centrale européenne, ou Banque centrale européenne, a déjà déclaré qu'elle refuserait de soutenir les plans visant à utiliser les avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine. Sous la forme d'un prêt, le 6 décembre, le Kiev Post a rapporté que la Banque centrale européenne estime que ce type de prêt violerait plusieurs traités de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu les inquiétudes de la Banque centrale européenne mais continue néanmoins. Elle espère que le plan sera adopté par une majorité qualifiée des États membres de l'Union européenne, permettant d'éviter un veto et de rendre inutile le soutien de la Banque centrale européenne. Cependant, des questions juridiques et de nouveaux obstacles réapparaissent, soulevés par un pays clé pour le plan de la Commission européenne.
Le 8 décembre, le Télégraphe a indiqué que la France bloquait la libération de certains avoirs russes gelés, compromettant ainsi le plan de la Commission européenne. La France détient près de 18 milliards d'euros d'actifs, soit environ 21 milliards de dollars, mais refuse d'en révéler l'emplacement exact. Les responsables français invoquaient la confidentialité pour refuser l'accès aux relevés bancaires nécessaires au fonds. Ce qui rappelle les inquiétudes de la Banque centrale européenne concernant la légalité du nouveau plan de la Communauté européenne. Il s'agit d'informations sensibles pour les marchés. C'est comme si des médecins discutaient publiquement de dossiers médicaux, a déclaré un porte-parole de la Communauté européenne. Ces préoccupations de confidentialité pourraient devenir un obstacle majeur. Si cela arrive, la France pourrait être en première ligne, bien qu'elle ait souvent soutenu l'utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine. Elle semble désormais faire obstacle au dernier plan qui permettrait d'y parvenir. Et Emmanuel Macron pourrait être critiqué pour cette décision, lui qui a placé la France en première ligne du soutien à l'Ukraine depuis l'invasion de Poutine. Il devra au moins défendre la décision de son pays. Et les questions de vie privée pourraient ne pas convaincre certains membres de l'Union européenne. Des pays hors Union européenne ont aussi exprimé des inquiétudes sur le projet de la Commission européenne. Nous avons mentionné plus tôt que le plan ouvre la porte à des pays non membres de l'Union européenne pour servir de garant s'ils le souhaitent. De plus, le plan semble offrir à d'autres pays, qui détiennent des avoirs russes gelés, la possibilité de suivre l'exemple de la Commission européenne. Politico a rapporté le 8 décembre que le Japon déjà sollicité avait refusé. Ce pays possède près de 257 milliards d'euros d'avoirs russes et refuse de soutenir le plan de la Commission européenne. Politico indique que ce serait plutôt l'opposition des États-Unis à l'utilisation des avoirs russes pour l'Ukraine, plus que des raisons juridiques. Le Japon paraît privilégier sa relation avec les États-Unis plutôt que de risquer sa sécurité pour soutenir l'Ukraine. Seul l'avenir dira si le Japon maintiendra cette position. La Russie a réagi au projet de la Commission européenne par moquerie et menaces vagues. Le 4 décembre, peu avant la révélation du dernier plan, Reuters a rapporté que Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a affirmé « Toute action illégale sur nos avoirs sera suivie d'une réponse. Les préparatifs d'un ensemble de contre-mesures en cas de vol et de saisie effective des avoirs de la Fédération de Russie sont déjà en cours. » Dans ce cas, les contre-mesures évoquées pourraient être des recours juridiques plutôt que des attaques directes. La Commission européenne et l'Ukraine craignent que la Russie ait une base juridique pour contester le plan européen. Supposons que tous ces obstacles s'effacent, gigante. Le plan de la Commission européenne est approuvé. Tous les pays de l'Union européenne le soutiennent. Et les menaces de la Russie sont ignorées. Quelle est l'importance de ce prêt pour l'Ukraine ? Comme mentionné plus tôt, le prêt débattu dans l'Union européenne serait crucial pour l'Ukraine, confrontée à de graves difficultés financières dues à l'invasion de Poutine. Les défis économiques de l'Ukraine ont fait la une de l'actualité pendant une grande partie de la seconde moitié de 2025, avec un article de The Economist en septembre, mettant en lumière les principaux problèmes du pays. Cependant, l'Ukraine a enregistré une croissance économique comprise entre 2 et 24% en 2025. Lors de la rédaction, la croissance reposait surtout sur les entreprises de défense et de technologie soutenant l'effort de guerre, l'Ukraine elle-même. Le média indique que le principal problème de l'Ukraine est que ses impôts et emprunts intérieurs ne couvrent que les dépenses militaires, soit 2/3 du budget national. Vous pouvez voir le problème ici. Il reste un autre tiers de ce budget qui doit être couvert. Selon l'économiste, même les prévisions optimistes placent le déficit budgétaire de l'Ukraine à 45 milliards de dollars en 2026, mais le montant réel pourrait être bien supérieur. Les engagements occidentaux jusqu'en septembre ne couvraient que 274 milliards du déficit. « Nous sommes dans une situation où il n'y a pas d'argent », a déclaré un responsable ukrainien. Et l'Europe, à elle seule, n'a pas l'argent nécessaire pour nous ramener à la vie. Al Jazeera aggrave ce sombre bilan économique en Ukraine en soulignant que le déficit budgétaire et la dette publique de l'Ukraine devraient probablement dépasser 100% du produit intérieur brut en 2026. Le média note également que l'Union européenne n'a pas réussi à obtenir des États-Unis des engagements financiers qui pourraient aider à atténuer ses préoccupations financières pour l'Ukraine. L'Ukraine a donc désespérément besoin du prêt que la Commission européenne propose. Elle attendra avec impatience de voir si la majorité des pays de l'Union européenne approuvent cette proposition de prêt. Ceux-ci seront mis à contribution en tant que garants. La France vacille déjà, mais Emmanuel Macron pourrait revenir à la table sous plus de pression. Comme l'a affirmé le New York Times en novembre dernier, il ne semble pas y avoir de plan B si les avoirs russes gelés ne sont pas utilisés. Certains considèrent le plan de la Commission européenne comme une tentative désespérée pour sauver l'Ukraine. Si tel était le cas,
Elle doit réussir. Ce qui sauve l'Ukraine, c'est que la Russie rencontre tout autant de difficultés sur le plan économique. Ce qui pourrait signifier que la guerre se résumera à savoir quel pays pourra maintenir ses financements le plus longtemps. Les attaques ukrainiennes contre le pétrole russe et les sanctions occidentales accentuent la pression économique sur Poutine et son entourage. Quelque chose de grave s'est déjà brisé en Russie, et Poutine est impuissant à l'arrêter alors qu'il voit son économie de guerre s'effondrer autour de lui. Découvrez-en plus sur l'effondrement financier imminent de la Russie dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre les actualités sur les avoirs gelés de la Russie. Merci de nous regarder.